Et donc, dernière partie de cette émission avec Michel Offerlé. Bonjour Michel Offerlé. Bonjour. Il y a 2 jours que je parle de votre bouquin, voilà, à tous ceux que je rencontre, en leur disant... Non, alors, je ne dirais pas qui, mais c'est intéressant, et vous allez peut-être vous reconnaître ceux, alors, ministres ou secrétaires d'État, peu importe, en charge de dossiers qui sont des dossiers internationaux, lourds à gérer, et qui dit, mais moi, je ne suis pas dans l'incantation, moi, je suis dans l'action. Et je lui dis, c'était ce matin, et je lui dis, écoute, regarde ce bouquin-là, c'est exactement ce qu'essaye de décrire Michel Offerlé, c'est-à-dire cette difficulté pour un patron d'appréhender la chose politique, parce que justement, mais vous le dites, alors je vais lire, j'aime bien lire les citations. Je voilà. vous en prie. Donc, l'un de ses patrons le dit comme ça, pour se faire élire, il faut faire de la démagogie. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ils sont quand même obligés. Ils ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils vont faire. Moi, dans l'entreprise, je peux dire, les gars, mondialement, voilà où on veut aller, voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on va le faire, et puis on le fait. Est-ce que ça résume un peu l'une des, parce qu'on a le temps, hein, on va les détailler, l'un des problèmes qu'ont aujourd'hui les patrons face à la chose politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les rênes directes? Bon, alors, si vous voulez, donc l'ouvrage, d'une part, s'intéresse à tous les patrons. On va y aller, absolument. Là, c'est un grand patron qui parle. Tout à fait. Et donc, je me suis intéressé aux petits, aux grands, aux moyens, etc., de différents secteurs, puisque ça fait près de 14 ans que je travaille sur ce sujet. D'abord, à partir du MEDEF, ça a été mon point d'entrée. Après, sur le métier de patron, ça a été le deuxième ouvrage, avec des entretiens, si vous voulez, commentés. Et puis le troisième ouvrage, je me suis demandé, et la politique là-dedans. Bon, alors la politique au sens large. Hein. Là, vous citez justement un cas qui est un cas précis, à savoir d'un patron qui a failli ou qui aimerait bien ou qui peut-être serait intéressé par un poste dans la politique. Bon. Mais simplement, il y a des manières extrêmement différentes pour les patrons, justement, de faire ou de ne pas faire de la politique. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et la plupart des patrons, si vous voulez, séparent ou veulent séparer donc économie et politique. Bon. Étant entendu que lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est et qu'on ne fait rien, c'est aussi quelque part aussi faire de la politique, si vous voulez. Bon. Mais simplement, ce qui m'a intéressé également, c'est la manière dont un certain nombre de patrons pouvaient s'engager en politique, mais de manière, si vous voulez, qui ne soit pas forcément électorale. Bon. Et donc, il y a des modalités extrêmement diverses. Hein. Certains ne s'intéressent qu'à leur entreprise. Bon, mais font malgré tout également de la politique parce que, dans leur secteur, ils essayent éventuellement de faire en sorte que les actions de lobbying qu'ils puissent mettre en œuvre, soient favorables également à leur secteur, soient favorables également, voire à leur entreprise. Notamment, il y a toute une bagarre sur les normes. Bon, voilà. Bon. Et puis, alors ça, c'est un peu, si vous voulez, Je vais résumer le truc, Michel, parce qu'il y a, en gros, il y a le poujadisme, voilà, et plutôt pour les petits patrons. Il y a effectivement la norme, l'influence, je crois que c'est... Alors celui-là, vous le citez, Pierre Bellon, qui dit « aider de façon un petit peu subtile ». Oui. C'est ça un peu, hein, la norme, l'influence, le lobbying. Et puis il y a effectivement, on en dira un mot, ceux qui font de la politique vraiment. Oui. Voilà. Alors ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont rares parce que, contrairement à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un passage aussi un peu historique, il fut un temps où il y avait des grands patrons, justement, qui siégeaient à l'Assemblée. Bon, moi j'ai travaillé sur les Schneider, et donc il y a eu une dynastie de Schneider qui a siégé à l'Assemblée. Même Eugène a été vice-président de l'Assemblée sous Napoléon III. Bon, mais à ce moment-là, d'une part, diriger l'entreprise, c'était autre chose, c'était plutôt des fonctions de représentation et tout était laissé également aux ingénieurs. Et puis être député, ça avait aussi beaucoup moins d'implication du point de vue du temps, parce que le problème d'un chef d'entreprise, c'est le temps, c'est la disponibilité. Donc soit il est à la tête de son entreprise et à ce moment-là, il a relativement peu de temps, ou alors il fait en quelque sorte des départages de temps, il fait des arbitrages de temps, ce qui l'intéresse. Par exemple, je vois, quand je lis les interviews de Tavares, Tavares, il dit, la famille, la forêt de Rambouillet, les petits-enfants, etc., Merali, et puis PSA. Bon, voilà. Bon. Et donc, c'est des arbitrages de temps qu'il faut entendre. Et donc, plus on arrive vers le XXe siècle, et encore plus vers le XXIe, d'une part, l'emploi de PDG, c'est un emploi à temps complet, et l'emploi donc de député ou de ministre, c'est bien entendu aussi un emploi
temps complet. Mais restons sur Tavares, parce qu'une fois effectivement qu'il a dit montant, etc. et tout, il dit aussi, et c'est sans doute celui qui le dit avec le plus de franchise, l'Europe est en train de flinguer son industrie automobile avec des normes ceci, des normes cela, etc. Et c'est vrai qu'on a envie de lui dire, mais vas-y, prends les rênes, etc. Mais non, c'est là où son action s'arrête. Il s'intéresse essentiellement à son secteur. Alors que toute une série d'autres, ça a été généralement le point d'entrée, puisque donc j'ai interviewé, bon alors maintenant, au fur et à mesure que des années, et avec également, c'est également un travail qui a été collectif. Ça, j'ai fait ça dans le cadre d'un atelier de recherche. Oui, parce qu'il y a énormément de verbatim au cœur du bouquin. Donc avec des étudiants de Paris 1, des étudiants de Dauphine et des étudiants également de Normal Sup, si vous voulez. Bon, donc ça a été également, c'est une œuvre collective, surtout celui-là, mais les autres également aussi. Bon. Et donc, si vous voulez, donc l'idée c'était, je vais voir des patrons, mais d'une part, on négocie pas moins d'une heure. 1 heure, 1 heure et demie, donc, y compris les grands patrons. Il y en a certains qui m'ont refusé. Non, j'ai pas envie d'avoir 20 minutes, ça m'intéresse pas. On prend le temps. Tout à fait. Bon, et donc l'idée, c'était de les faire réfléchir. Le point d'ancrage, si vous voulez, ça a été. Je voudrais qu'on puisse parler justement de la manière dont vous intervenez dans la vie publique ou dans la vie de la cité. C'est bien souvent, effectivement, notamment, je pense, en entretien assez long que j'ai eu avec Henri de Castres, par exemple, lui, c'était effectivement son mot, c'était la vie de la cité. Oui, mais lui, c'est totalement engagé derrière François Fillon. Alors, pour le coup, là, il est effectivement rentré totalement en politique. Alors, justement, ce qui m'a permis aussi, donc, puisque vous prenez cet angle, de travailler aussi sur l'engagement des chefs d'entreprise derrière François Fillon. Bon. Et il y a eu, alors c'est resté relativement confidentiel, mais ça a été relativement efficace dans une certaine mesure. Il y a eu les EAF, les entrepreneurs avec Fillon. Ouais. Et donc j'ai remonté donc à la fois donc le fil, grâce également, je le remercie, à Pierre Danon, qui a été donc l'un des chefs de campagne. Je ne cite pas les autres sources parce qu'effectivement j'ai rencontré Stanislas de Bensman, par exemple, patron de Devoteam, ne l'a jamais caché. Mais également, il y avait effectivement donc des patrons affichés, ce qui est relativement rare parce que dans les élections présidentielles, il y a toujours les espèces donc de cercles des Échos ou du Monde, les proches, les pas trop proches, ils viennent au meeting, mais surtout pas, on va pas quand même se montrer avec. Ils ont financé peut-être, mais on ne sait pas exactement. Bon, et donc là aussi, j'ai pu rencontrer donc l'un des chefs de campagne du financement qui m'a dit comment ça se passait. Bon, il faisait des réunions d'appartements. C'était Pénélope Fillon qui organisait justement donc le repas, et puis jamais plus de 12 convives comme dans les dîners en ville pour qu'ils puissent... Mais justement, Michel, est-ce qu'à l'occasion de cette présidentielle, et donc, parce que je veux vous amener aussi sur... Vous en parlez assez peu finalement, ces nouveaux entrepreneurs. Mais est-ce que justement, il n'y a pas eu une fracture? Donc, il y en a beaucoup aussi qui ont même été élus députés. Bruno Bonnel, qui vient nous voir régulièrement, qui ont été élus députés avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même se revendiquant un peu du monde de l'entreprise. Il y a donc tous ceux qui ont accompagné François Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment-là un espèce de point de bascule qui fait que de plus en plus de ces patrons ont envie de s'impliquer davantage que ce qu'ils ont fait depuis, on va dire... par exemple, là, vous m'avez ramené le Nouvel Observateur, période Pompidou, depuis les années 70. Oui, mais alors c'est plus les mêmes, si vous voulez, parce qu'effectivement, j'ai malheureusement pas pu aller jusqu'où je voulais aller parce que j'étais en négociation avec En Marche et avec Stanislas Guerini pour pouvoir pénétrer dans leurs ordinateurs et voir de quelle manière ils avaient fait leur sélection. Et donc, j'ai simplement, dans le bouquin, je donne quelques CV où, effectivement, ils se présentent. Bon, tout à fait. Moi, j'ai interviewé notamment David Simonet, qui est le PDG d'Axentis, une boîte de chimie fine, qui a une belle réflexion, justement, sur le monde de l'entreprise et sur le monde politique, qui m'a donné, justement, son CV. Bon. Et donc, moi, l'idée, c'était, parmi les 25 000 candidats, c'est d'arriver à extraire un certain nombre de chefs d'entreprise et de voir qui c'était exactement. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, si vous voulez, le groupe, j'ai interviewé Olivia Grégoire aussi, bon, qui a un parcours un peu particulier, puisqu'elle a quand même fait du cabinet auparavant, elle a été proche de Madeleine, etc. etc. Et donc, Olivia Grégoire, elle avait une petite boîte, bon, mais après, elle l'a arrêtée. Donc, quand on regarde, d'ailleurs, même c'est dans le bouquin de manière anonyme, là aussi, parce que j'ai respecté les anonymes, certains me disant, j'ai vu Bonnel, mais c'est pas lui qui m'a dit ça, mais certains me disant, bon, mais les collègues qu'on a, si vous voulez, donc à l'Assemblée, bon, c'est des chefs d'entreprise, mais ils en prennent le titre. Mais enfin, c'est pas des vrais
vrais chefs d'entreprise, Ouais, au sens où ils ont une boîte, pour notamment, quand on regarde, si vous voulez, les entrepreneurs à l'Assemblée, il y a donc Bonnel, qui a été effectivement le plus gros, il y a l'ancien numéro 2 de Bouygues, et puis il y a Sébastien Maillard, qui avait 45 salariés, et puis, je ne me souviens plus de son nom, Thomas Gassillou, qui a monté une boîte, justement, dans les télécoms, l'informatique, etc., dans le pays lyonnais, parce que j'ai effectivement beaucoup travaillé sur Lyon. Et donc, l'un des problèmes pour les chefs d'entreprise, c'est pour ça que certains ont lancé donc, des appels. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus à partir de l'appel des Arvernes, ça devait être en 2014 ou 2015, où il y avait 4 chefs d'entreprise, assez bien d'ailleurs choisis, puisqu'ils n'étaient pas du tout de la même tendance, entre guillemets, des mêmes nuances, parce que c'est des nuances plus que des tendances, en disant il n'y a pas assez de gens du privé au Parlement. L'éternel... Il n'y a pas assez de gens du privé, on n'entend qu'un son de cloche, il y a une majorité donc, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, et donc il y avait un appel à mobiliser, si vous voulez. Alors c'était moins, ils appelaient plus en fait des cadres sup, il y a aussi beaucoup de cadres sup privés justement dans l'Assemblée actuelle, ils appelaient beaucoup, si vous voulez, à mobiliser les cadres sup, et également donc j'ai... Alors moi j'aurais bien aimé, si vous voulez, si Stanislas Guérini m'entend, donc moi, je suis prêt à retourner, parce que j'avais commencé les négociations, etc., etc. Et donc il y a une mine là, parce qu'il y a des histoires de vie, si vous voulez, qui expliquent comment les gens et pourquoi les gens veulent venir en politique. Parce que, si vous voulez, Olivier Dassault est mort, c'était quasiment le seul grand patron qui subsistait en politique, alors que sous la 3e, sous la 4e République, vous aviez encore des gens qui avaient des empires. Mais en fait, parce que en lisant votre livre, je réfléchissais, j'ai mis 3 noms. À chaque fois, en fait, c'est des aventuriers, finalement. Dassault, Bernard Tapie, Thierry Breton. Voilà. Je les mettrais pas dans la... Mais non, justement, à chaque fois, c'est des aventures radicalement différentes, des objectifs sans doute radicalement différents. Mais revenons sur, parce que la richesse de votre bouquin, c'est la masse des patrons quand même. Je veux revenir, je fais cette interview un peu dans le désordre, mais peu importe, vers ce avec quoi je voulais commencer, c'est-à-dire, derrière cette grande diversité, vous insistez sur une chose, c'est une grande fierté et un sentiment d'injustice. Voilà, alors la grande fierté, alors je l'ai retrouvée chez pas mal de petits, c'est effectivement avec, donc, comme on est content d'avoir son nom sur un livre, d'autres sont contents, si vous voulez, voir leur nom sur leur camion, par exemple. Moi, ça me fait plaisir, je vois mes camions, justement, un petit entrepreneur qui a une quinzaine de camions, moi, je vois mes camions, justement, oui, puis vous en citez, j'ai pas le certificat d'études, et aujourd'hui, j'emploie des gars. Vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la catégorie, ce qu'on appelle les patrons. Et donc ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est une catégorie statistique. C'est la PCS2 de l'INSEE, plus également les cadres d'état-major de la catégorie 3, si vous voulez. Mais sinon, c'est une catégorie qui est la plus étirée du point de vue à la fois économique. Vous avez des gens qui gagnent 500 € par mois. Donc, je me souviens, ma marchande de journaux, elle m'a dit, je gagne 500 € par mois. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui sont entre 1000 et 2000 € chez les petits patrons. Certains, parce qu'ils veulent pas devenir gros. Je me contente de ce que j'ai. Tout à fait. Et d'autres parce que, c'est des trucs qui sont un peu à la limite de la rentabilité économique. Vous avez différentes manières d'être patron. Et il y avait certains qui sont effectivement à des salaires extrêmement importants. Mais il y a effectivement l'idée, et donc juste pour revenir sur le diplôme, ils sont également des diplômes qui sont incommensurables. Vous avez encore beaucoup d'autodidactes, justement, parmi les patrons, et puis des patrons à bac plus 10, bac plus 12, etc. Et le sentiment d'injustice. Alors, le sentiment d'injustice... Alors là, effectivement, je crois qu'il est à la fois, il faudrait encore beaucoup plus creuser là-dessus. C'est un peu une espèce de discours patronal. Je le résume là, c'est dans votre livre. Oui. On a un problème culturel dans ce pays, c'est-à-dire il y a une vision punitive. L'entrepreneur, c'est le mal qu'il faut contrôler et punir. C'est sans doute ce qui les rassemble. Ça, effectivement, c'est Karine Charbonnier, si vous voulez, qui est effectivement là aussi, elle, quelqu'un qui a basculé en politique après avoir donc. Et cette phrase-là, j'ai l'impression que c'est ce qui les rassemble le plus. Alors justement, c'est une phrase effectivement qui les rassemble. Moi, je la nuancerai un peu parce que justement, donc, les patrons sont entre guillemets se disent mal aimés, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus aimés qu'auparavant. Ils sont beaucoup plus aimés qu'auparavant. Il y a beaucoup plus, on en parle beaucoup plus dans la presse, etc., etc. On leur tend beaucoup plus le micro. On n'est pas dans les années 80 où il y avait une espèce donc à les années tapis où il y avait une espèce d'idée que tout le monde allait devenir. C'était le pognon. C'était plus l'entrepreneur
l'entreprise, c'était le pognon. Bon, alors effectivement, moi je fais aussi attention, parce que là aussi je suis quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, je suis historien, je suis sociologue, je vérifie mes sources. Bon, cette vague d'entrepreneuriat, moi je fais attention. Moi effectivement, on me donne des chiffres extravagants comme quoi tous les jeunes Français veulent devenir entrepreneurs. Bon, et que les startups c'est merveilleux. Attention, la plupart des startups qui réussissent, c'est des gens qui ont généralement un capital familial important et puis qui ont également des diplômes plutôt HEC et Bac+6, si vous voulez. Donc, je fais très attention par rapport à ça. Alors, on va revenir sur ces startups. Juste un mot. Ils sont de droite, les patrons. Ils vous répondent... alors, tiens, je vais le lire là aussi. J'aime pas trop ces histoires de patrons de droite et de patrons de gauche. Parce que fondamentalement, à la fin, il faut gérer une boîte avec un cours de bourse. Je veux dire, l'arbitre, c'est les chiffres, c'est les parts de marché. Bon, en revanche, il y a 2-3 choses qui peuvent être un tout petit peu différentes. Voilà, ils sont de droite ou de gauche? Alors, ça dépend ce qu'on appelle de droite et de gauche. La fameuse phrase d'Audiard, là, les poissons volants. Voilà. Sur les poissons volants, et éventuellement aussi, donc, un de mes anciens amis qui était le directeur du service de presse du MEDEF, ils sont ni de droite ni gauche, mais surtout pas de gauche, quoi. Bon, voilà. Bon, alors, il y a différentes manières, si vous voulez, de voir ça. Bon, il suffit de regarder les résultats des élections législatives ou présidentielles. Bon, alors avec attention, parce que le groupe est tout petit, et donc quand on prend un échantillon de 1000, il y a seulement 60 patrons. Donc les chiffres, bien souvent, d'ailleurs, varient de l'IFOP à la Sofres, etc. Mais très souvent, c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que les études sont très complexes, justement, du fait de la difficulté à définir la catégorie. Il faut au moins avoir un échantillon à 10 000, si vous voulez, pour arriver un peu à comprendre, puisque vous savez qu'il y a également aussi, lorsqu'on fait des enquêtes par sondage, des taux de non-réponse au téléphone qui sont énormes. Donc il faut avoir un client, il faut 10, 20, etc. Bon, mais à l'arrivée, c'est un sujet ou pas? Oui, c'est un sujet, mais alors même si vous voulez, les patrons qui se disent de gauche, c'est une gauche toscanienne ou rocardienne, si vous voulez. Bon. Et c'est celui-là, c'est effectivement, je suis de gauche, mais d'une certaine manière, je me souviens que donc, avec un grand patron des services, donc l'une des plus grandes entreprises françaises, me disant, de toute manière, il y a le marché, on est reçu comme des chiens, comme à la Sécu, justement, pour les fonds de pension à Philadelphie, et puis donc, et à un moment, j'ai la possibilité de dire ça suffit. Bon, je suis allé jusqu'à l'os de l'entreprise, j'ai licencié, j'ai fait mon sale boulot, parce qu'effectivement, c'est ça, l'un des problèmes, si vous voulez, des patrons, c'est qu'est-ce qui fait le sale boulot. Bon. Et donc, il y a une espèce de cascade, et donc là aussi, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a des patrons, notamment les patrons chrétiens, me disent, moi, je ne laisse à personne d'autre le fait de faire le sale boulot. S'il y a un licenciement à annoncer, s'il y a une saloperie à faire, c'est moi qui vais aller sur le terrain. Si vous voulez. Ça tient une grande place dans votre livre, enfin une grande place. Oui, j'ai trouvé que ça tenait une très grande place, alors que ça fait 15 ans, moi, que je les fréquente, ça m'était jamais, à part Henri de Castres, en fait, ça n'était jamais venu jusqu'à moi, les patrons chrétiens. Ah oui, non, mais ça justement, il y a alors justement... C'est quelque chose d'important encore aujourd'hui. Regardez Faber. Oui, mais justement... Faber est quelqu'un de chrétien. Oui, mais vous êtes sociologue, donc dans le terreau profond, c'est encore quelque chose d'important. Vraisemblablement beaucoup moins qu'auparavant, mais malgré tout, vous avez dans les franges, si vous voulez, qui justement sont engagés dans la cité. C'est là aussi, beaucoup de patrons ne sont pas engagés dans la cité, comme on dit, pour les petits, j'ai la tête dans le guidon, et je vois rien d'autre. Bon. Et puis sinon les autres, moi je fais pas de politique, je veux pas me mettre mal avec ça, etc. Bon. Mais par contre, justement, les patrons chrétiens, c'est tout à fait, si vous voulez, donc le centre. Alors les EDC, c'est pas grand-chose, je me souviens plus quels sont les chiffres officiels à l'heure actuelle, ça doit être 3 ou 4 000 personnes, mais qui avec une implication relativement forte. C'est-à-dire EDC entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ah, et voilà, c'est ça. Je me demande si Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, on ne fait pas partie d'ailleurs. Peut-être non. Là aussi, si vous voulez, c'est ce qu'ils me disent justement. Moi, j'ai eu des bons contacts avec Leblanc, justement, qui a été justement qui a été le patron des EDC et qui fait partie d'ailleurs d'un numéro de Sociétal. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui vient de paraître la semaine dernière sur la raison d'être de l'entreprise, dans laquelle également je participe. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la réflexion sur la raison d'être de l'entreprise?
On voit effectivement, disons, une partie des patrons qu'on appelle réformateurs, qui veulent réfléchir sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise telle qu'elle est à l'heure actuelle, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose? Et puis vous avez également des patrons chrétiens. Et donc les patrons chrétiens, si vous voulez, bon, l'exemple sur lequel vous m'aiguillez, c'est effectivement, ce sont des gens qui ont parfois des états d'âme, mais simplement, ils vont dire, c'est moi qui vais faire le boulot. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller utiliser une boîte de consultants, etc., qui va en quelque sorte foutre en l'air l'usine. Moi, je vais m'en occuper. Si il faut aller voir les syndicats, je vais m'en occuper personnellement. Bon, avec également, mais ça c'est un cas un peu limite, c'est un de mes enquêtés qui me disait, oui, il y en avait même un que je connaissais, lorsqu'il est licencié, il allait à Confesse. Comme si c'était effectivement une espèce de péché, si vous voulez. Et alors, rapidement, parce que je veux garder quelques minutes pour la nouvelle génération. Il y a également, si vous voulez, donc l'autre problème, parce que bon, le problème des licenciements, c'est très important du point de vue social, mais également, il y a le problème des fusions-acquisitions. Bon. Et donc, de quelle manière, si vous voulez, donc là, je cite, donc c'est un ouvrage que je recommande à tout le monde, parce que je crois que c'est l'un des ouvrages qui est le plus intéressant de tous les ouvrages de patrons que j'ai lus. C'est une vraie réflexion personnelle. Bon, alors effectivement, il est d'actualité, c'est l'ouvrage de Faber, qui raconte, si vous voulez, pendant 5 pages, disons, ses états d'âme par rapport à une fusion-acquisition. Et cette espèce de jeu de bras de fer, donc espèce de loterie, de surenchère, etc., etc. Bon, certains pourront dire, bon, effectivement, il se donne bonne conscience. Moi, j'écoute justement le sociologue, je sais que c'est quelqu'un qui essaye de se mettre dans la peau des autres. Et donc, ça demanderait beaucoup de vérification. Hein. Comme je le dis constamment dans le bouquin, il y a des choses que je dis, bon, c'est la parole des patrons, et bon, il faudrait faire des vérifications. Alors, je vais aller très vite, mais je le dis d'un mot. À un moment, vous regrettez d'ailleurs, hein, vous dites que les patrons devraient un peu plus s'occuper de sociologie, et puis vous reconnaissez vous-même que la façon dont les sociologues s'occupent des patrons, ça leur donne pas non plus envie de s'occuper de sociologie. Et donc, vous avez cette phrase qui est quand même, enfin, moi je trouve importante, il faut se garder de tomber dans une vision mercenaire et complotiste des rapports sociaux, qui rend compte du monde social comme d'un monde tout uniment mené par des dominants unis qui vivent dans l'entre-soi d'un libéralisme taillé sur mesure. Voilà. Effectivement, ça existe assez peu. Mais c'est justement, alors, je pense que les nouveaux. Parce que vous avez à un moment, j'ai l'impression que vous y mettez de l'ironie, c'est-à-dire vous dites « Ah, mais maintenant, l'entreprise sera joyeuse, libérée, délibérée, altruiste, le capitalisme responsable, passionnant, durable, il va être réinitialisé, bienveillant, soutenable, l'économie circulaire, inclusive, empreinte de réciprocité, etc. etc. » Vous y croyez pas un mot? J'ai l'impression que vous écrivez ça avec le sourire. Non, j'ai mis, effectivement, vous avez raison, c'est un peu interrogatif, parce que là aussi, je ne suis pas, si vous voulez, je suis dans une position d'écoute, je suis dans une position également de recherche, et donc je ne suis, si vous voulez, ni irénique, ni conspirateur, ni effectivement dénonciateur. J'entends suffisamment dans mon milieu professionnel parler des salauds de patrons pour, là aussi, dire, bon, allons voir ce qu'ils font. Bon, et donc, si vous voulez, vous savez très très bien que, alors il suffit de voir à l'heure actuelle, depuis 3 mois, on peut lire les journaux, ça m'intéresse justement de voir quelles sont les publicités dans les journaux. Bon. Et donc vous avez des pages entières. Alors le luxe, ils s'en foutent complètement, si vous voulez. Bon, on continue à avoir des belles femmes pour vanter les parfums, éventuellement des beaux mecs pour vanter Boss, etc. Et puis il y a toute une série d'entreprises qui sont de plus en plus vertueuses. Bon, alors pourquoi pas? Bon, mais je demande à voir, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une forme, non pas d'ironie, mais d'interrogation. Mais il faut aller voir. C'est que, si vous voulez, donc... Emery Jacquilla, Jean-Charles Samuelian, des gens comme ça. Mais nous sommes d'accord, mais non, ce que je préfère... Ils ont ça chevillé au cœur, mais vraiment. Absolument, mais ce que je préférerais aussi encore plus, parce que c'est la saison 3, pourrait-on dire, de mes études sur le patronat. Il y aura une saison 4 et peut-être, si Dieu me prête vie, une saison 10. Mais en tous les cas, parce qu'effectivement, bon, d'une certaine manière, les plus faciles à atteindre, ce sont les gens qui sont déjà convaincus, qui pensent qu'à l'heure actuelle, il peut y avoir une réforme justement dans le capitalisme et que l'entreprise peut y jouer un rôle. Bon, mais il y a également toute une série de gens pour lesquels, justement, c'est pour ça la question de la raison d'être. Moi, je demande les raisons d'agir aussi. Et puis la raison d'être, c'est pas seulement l'environnement, mais c'est le social aussi, c'est les fournisseurs, etc. C'est les impôts. J'ai l'impression, Michel, qu'en fait, alors si effectivement, vous avez raison, si tout cela se traduit dans les faits, ils arrivent à résoudre l'ensemble de ces énigmes que vous posez, c'est-à-dire, en fait, c'est ça l'action politique d'un patron finalement.
c'est mettre son entreprise au service, en respectant sa rentabilité, au service de l'amélioration Nous sommes d'accord, mais jusqu'à un certain point. Alors, de l'état général. Je pourrais vous l'envoyer puisqu'il est paru hier. Bon, et donc on en a parlé sur France Inter ce matin. C'est l'article que j'ai fait pour une revue en ligne qui s'appelle Homo Faber, ce qu'un patron ne peut pas faire. Et donc, effectivement, sur les limites d'action, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, alors on n'a pas le temps, si vous voulez, de parler du cas Faber. Moi, je pense que le cas Faber est un mauvais exemple, mais bon, ça nous amènerait trop loin. Voilà. En tous les cas, si vous voulez, il y a vraisemblablement aussi donc, des limites à ne pas franchir dans la manière dont on se sert de l'entreprise pour pouvoir faire en quelque sorte de l'action politique et pour pouvoir changer à la fois sa société et la société. Donc, je pense que le cas Faber, en ce sens, est un cas intéressant pour voir où peuvent être les limites, si vous voulez. Bon. Alors c'est vrai que vous avez donc toute une série de gens qui changent éventuellement la vie au quotidien. Bon, là aussi, il faut interroger ces pratiques-là, le mécénat, la philanthropie, etc., qui font autre chose que l'entreprise. Plus loin, c'est mon entreprise est une arme. Absolument. C'est mon entreprise est une arme. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui, eux. C'est une tribune. Oui, mais ce n'était pas le cas d'Emmanuel Faber. Voilà, je reviens. À ce moment-là, revenez à Demurger à ce moment-là. Revenez à Demurger, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou elle ne sera pas. Et donc là aussi, moi, je veux bien, je suis d'ailleurs assuré à la Maïf, mais simplement, le bouquin de Demurger est tout à fait stimulant. Bon, il faut un an de recherche pour voir de quelle manière ça s'incarne, justement, chez les salariés de la Maïf et dans les entreprises et dans, justement, donc, les placements de la Maïf. L'investissement socialement responsable, l'investissement écologiquement responsable, comment ça s'incarne, parce que là aussi, comme m'ont dit c'est un certain nombre de patrons, bon, ça, un tel, c'est des valeurs de frontispice, mais allez voir derrière. Pour aller voir derrière, il faut du temps. Et on n'en a plus. C'était Bismart, les amis. Demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.